Donc au niveau des enseignants, la première crainte, et évidemment, j'ai toujours rien. La première crainte était de délaisser les connaissances et savoir-faire au profit au détriment des savoirs. Pardon. Et donc là, il est clair qu'il va falloir qu'on forme nos enseignants, peut-être par le biais justement de ce type de séminaire sur l'approche par compétences et de voir que, comme l'a rappelé tout à l'heure Marie-Françoise Montauban dans son intervention, que de toute façon, le savoir reste au cœur de l'apprentissage, y compris dans l'approche par compétences. Deuxième difficulté, ce serait une réticence au changement par rapport à quand on demande à un enseignant de modifier ses pratiques et ses méthodes pédagogiques, ses réflexions métapédagogiques. Alors là, eh bien, on peut prendre en charge ici plusieurs leviers dont on a entendu parler tout à l'heure, c'est-à-dire les résultats d'apprentissage qui sont convaincants chez les étudiants. Les étudiants sont vraiment preneurs de ce type de pratique. Je crois qu'on n'a pas mis ici, mais on a aussi mettre en œuvre un certain nombre de nouvelles pratiques pédagogiques qu'on va appeler innovantes, qui sont peut-être un peu moins maintenant, mais tout ce qui va être en charge avec le numérique. Et donc de ne pas forcément pouvoir tout faire dans la classe, mais être aussi capable d'aller voir ce qui se passe hors la classe. Les enseignants également vont craindre une augmentation de charge de travail quand il faut travailler sur l'approche compétences. Alors bien là, c'est clair que la plupart des champs de compétences et les constructions de situations de référence doivent être travaillées en équipe. On ne doit pas être seul à mettre en place cette réforme, parce que là, effectivement, sinon c'est trop compliqué. Le problème de l'évaluation des compétences. Alors là, il va falloir construire ensemble des grilles d'évaluation comprenant les niveaux de maîtrise communs. Et encore une fois, on le voit, ces fameux soft skills qui réapparaissent comme problématiques pour les définir, les évaluer, les prendre en compte dans les apprentissages et enseignements. Alors, tout à l'heure, on parlait du niveau de compétences, et on a dit aussi que la formation ne s'arrêtait pas à la sortie de l'université. Donc, la plupart des référentiels maintenant prennent en compte le fait qu'on va devoir évaluer une compétence, non pas juste à la sortie du master, mais proposer une évaluation et proposer une compétence avec des pistes de progression, non pas sur le palier formation initiale, comme on a dit ici en vert, sur 3 niveaux de compétences, un niveau novice, intermédiaire et compétent, mais de mettre en œuvre sur 5 niveaux et de prendre en compte la formation continue dans le développement de ces compétences. Et ici, donc, pour les soft skills, c'est des grandes difficultés qui vont apparaître, ce qu'on a vu, ça concernait les 3 acteurs. Comment les identifier, comment les lister, comment les évaluer, les attester, et ces grandes questions de comment les valoriser. On voit aujourd'hui, et depuis cette approche compétence, qu'il y a véritablement une réorganisation des curricula, et l'université a une reconnaissance institutionnelle pour pouvoir promouvoir les CV, l'employabilité des étudiants. Et on voit se développer aussi bien les badges numériques, les VAE, les validations d'apprentissage, également des UE qui permettent de valider des crédits en plus, Europass, des ECTS, vos CV qui doivent être faits par bloc de compétences. Et donc on voit aujourd'hui que les soft skills sont véritablement fondamentaux. Preuve en est, une semaine après le dépôt de notre projet avec l'équipe de l'UM5, dans l'AEF, qui est une des pêches de l'enseignement supérieur, la semaine suivante apparaissait cet article avec cette phrase « Les soft skills sont les compétences les plus recherchées sur le marché de l'emploi d'aujourd'hui », comme l'a rappelé tout à l'heure Samira. Et donc, ce qu'on va pouvoir dire ici, c'est que c'est vraiment notre chantier pour vous et pour nous également enseignants pour renouveler nos pratiques. Et donc, pour conclure de façon humoristique, si on reprend la fameuse citation d'Einstein, qui était, je la retrouve, toute personne est un, je paraphrase, je ne l'ai plus en tête mot à mot, mais tout. Merci. Président, vous pouvez mettre le micro et me la donner. Coopération, le travail. Non, toute personne est un génie. Et si on demande si on évalue un poisson sur sa capacité de grimper à main, il passera sa vie à être poisson raté. Sinon, on va trouver une solution. Et voilà la solution pour demain. Voilà. Donc l'idée véritablement de pouvoir développer les capacités, ça fait également référence à l'étudiant qui avait eu 0, qui avait trouvé une solution plus ingénieuse encore. Donc il faut qu'on les prenne en compte pour aussi que nos étudiants soient prêts sur le terrain. Merci. Merci à vous, Sabine et Delphine. Et j'appelle la professeure Aïcha Ben Yassine pour nous donner son intervention sur l'approche par compétences, démarche et outils d'analyse.
Bonjour à tous. Vous ne nous avez laissé rien à dire, parce que vous avez abordé tous les aspects de l'approche par compétences. Cependant, on va insister sur le fait qu'on a une démarche, qu'on a aussi des outils, que c'est une démarche qui a été déjà opérationnalisée, et qu'effectivement, elle reprend un petit peu tous les éléments que vous avez mentionnés au départ, depuis le début, l'analyse de situation, jusqu'au développement du programme de l'implantation, et aussi avec toutes les difficultés que vous avez mentionnées, parce que là aussi, on a cette réticence au changement, on a ces éléments qui font en sorte que les conditions réelles de mise en place de l'approche par compétences au Maroc ne sont pas très différentes de ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment en France. Lorsqu'on parle d'approche par compétences, beaucoup de personnes croient que c'est une démarche d'élaboration des programmes. Oui, on va élaborer maintenant des programmes, on va structurer des modules qui se basent sur des compétences. Oui, c'est vrai que c'est d'abord ça, mais ce n'est pas uniquement ça, ça implique aussi un certain nombre de changements. Ça implique un changement de mentalité, une façon de voir, c'est une démarche d'être et de concevoir tout le dispositif d'enseignement et de formation. Effectivement, il va demander une intégration globale de tous les acteurs, de tous les intervenants, passant du marché de travail vers les acteurs de formation, les acteurs d'enseignement. La démarche je l'ai simplifiée, elle va être un peu séquentielle, mais le point de départ, c'est l'analyse de situation de travail ou l'analyse des activités professionnelles. Qu'est-ce qui est demandé sur le marché? On ne va pas former pour former, enseigner pour enseigner, on ne va pas commencer à jouer le rôle d'un transmetteur de savoir, mais au contraire, on va se poser d'abord la question, qu'est-ce qui existe sur le marché et qu'est-ce qui est demandé sur le marché? Une fois on connaît un petit peu les activités professionnelles, on passera à une deuxième étape d'élaboration des référentiels de compétences. Qu'est-ce que je dois développer comme compétences pour que je puisse m'intégrer dans ce mode professionnel, dans ce mode de travail? Une fois les compétences identifiées, il faudrait les traduire dans un programme de formation, dans un ensemble de documents qui permettront effectivement de dire voilà ce que je vais enseigner pour que la personne puisse développer au milieu professionnel ses compétences qui vont lui permettre d'intégrer le marché du travail de manière efficace. Mais aussi réfléchir sur un référentiel d'évaluation qui doit être normalisé, identifié, caractérisé, etc. Enfin, tous les éléments au départ vont permettre effectivement de concevoir l'offre de formation, de réfléchir sur l'organisation matérielle et pédagogique de cette formation. C'est bien d'identifier les besoins, c'est bien d'analyser les compétences, c'est bien d'élaborer des programmes, mais encore faut-il implanter ces programmes, organiser la formation ou l'enseignement en termes matériels et pédagogiques. On va revenir pour chacun de ces points de manière détaillée. Analyse des situations professionnelles ou des activités professionnelles. On forme, mais pour qui? On enseigne, on forme des gens, on a des étudiants, mais pour qui? Pour quel marché de travail? Que font nos étudiants lorsqu'ils ont leur diplôme? Au moins, que font nos étudiants lorsqu'ils n'ont pas les diplômes, ceux qui n'ont pas réussi? Et donc, il faudrait se poser cet ensemble de questions pour comprendre un petit peu la logique du marché du travail. Où vont nos étudiants? Analyser le marché du travail, analyser les métiers, analyser les postes de travail, analyser les fonctions de travail, etc. C'est qu'effectivement, on va commencer à se poser la question, non pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement de formation ou à l'intérieur de l'université, mais réellement qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de l'université. Je vais schématiser rapidement, sans rentrer dans le détail, mais je vais dire, sur la base d'un ensemble d'effectifs inscrits en première année, une masse, on va se retrouver avec des gens qui ont abandonné, peut-être pour suivre des études ailleurs, faire de la formation professionnelle, ou s'orienter, ou changer de carrière, mais beaucoup abandonnent, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils vont, sur quel marché de travail, quelle est l'activité qu'elles réalisent. Et enfin, certains vont prendre leur diplôme, mais beaucoup vont prendre des diplômes avec des années de retard. C'est-à-dire qu'on a un sac où effectivement qui va commencer à se remplir, il se vide progressivement. Il se remplit rapidement, on a les promotions qui viennent, mais la sortie, elle se fait au compte-gouttes. Les gens qui ont eu la licence, c'est bon, diplômés de licence, vont s'orienter vers les masters, excellents, spécialisés ou de recherche, mais beaucoup vont sortir sur le marché de travail. Quel marché de travail? Que font nos licenciés lorsqu'ils sont sur le marché de travail? Quelles sont les activités, quelles sont les compétences qu'ils doivent développer? Ceux qui ont leur master, certains vont sortir sur le marché de travail, mais d'autres vont s'inscrire, une minorité qui va s'inscrire en doctorat. C'est-à-dire que lorsque j'ai
j'inscris quelqu'un en première année de Fac, ça ne veut pas dire qu'il va être docteur après 8 ans, après 10 ans, je ne sais pas quel nombre d'années. Ce n'est qu'une minorité qui va inscrire son doctorat, mais encore plus qu'une minorité qui va soutenir son doctorat. Et là, on se retrouve avec un certain nombre de questions, c'est que 90% de nos inscrits en première année disparaissent en cours de chemin. Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Et c'est ce type de question qui va être intéressant et qui va nous permettre de dire on va avoir différents niveaux de sortie, différents niveaux de diplomation, ce qui implique différentes activités professionnelles. C'est-à-dire que la faculté, lorsqu'on va intégrer des compétences, lorsqu'on parle des soft skills, est-ce que c'est les mêmes soft skills qui vont être adressés à tout le monde? Ou bien, est-ce qu'il faudrait commencer à les adapter d'une année à l'autre par rapport au niveau, par rapport au diplôme, par rapport aux besoins du marché, et ainsi de suite. Donc, analyse des activités professionnelles, on va le faire, il se fait normalement à travers trois axes principaux. Qu'est-ce que la personne va faire, la nature de l'activité, quelles sont les tâches, les opérations qu'elle va réaliser à longueur de journée, dans quelles conditions elle va les réaliser, horaire de travail, les outils de travail, quel matériel, quel logiciel, quel équipement elle va utiliser. Et enfin, l'élément qui est très important, c'est les critères de performance. À quel moment on va dire que telle personne a réalisé de manière efficace la tâche qu'on lui a confiée avec les outils qui ont été mis à sa disposition, on va dire que ce travail a été bien fait. Et donc ces critères de performance, ils sont importants parce qu'ils vont nous permettre effectivement à la fin de dire identifiant les tâches, les opérations, les missions, les processus de travail, l'organisation du travail dans laquelle il va être émergé ce lauréat, dans quelles conditions il va travailler, le lieu d'exercice, le matériel à utiliser, les horaires de travail, les outils, est-ce qu'il va travailler de manière individuelle ou en équipe, est-ce qu'il va être responsable, autonome, etc. Et enfin, on va se dire, qu'est-ce qu'on va lui demander comme efficacité et quels sont les critères qu'on devrait mettre en place. Efficacité, qualité, quantité, rapidité, économie, délai, exactitude, clarté. Un ensemble d'indicateurs qui vont nous permettre par la suite de basculer vers une logique de compétences, une combinatoire d'éléments qui vont permettre d'identifier un certain nombre de compétences. Le référentiel de compétences est important. Donc on va élaborer non pas un, deux ou trois, mais un ensemble de référentiels de compétences en fonction des champs disciplinaires qui nous intéressent. Mais lorsqu'on élabore des compétences, la combinatoire des compétences devrait viser plusieurs objectifs. On va dépasser le stade que la personne qui va être formée sera efficace uniquement dans l'exercice de son métier. Oui, je forme un comptable, c'est un bon comptable, mais il déclare toujours en retard. Il commet toujours des erreurs d'écriture, de calcul, etc. Mais il y a un problème. C'est qu'il faudrait qu'il l'exerce de manière efficace, mais aussi qu'il s'intègre dans la vie professionnelle, qu'il soit sociable et efficace pour qu'il puisse évoluer dans l'exercice de son métier. L'évolution et l'approfondissement des savoirs. Quand on forme quelqu'un, il ne faut pas le former alors pour qu'il se perfectionne, qu'il revienne à l'école ou qu'il revienne à l'établissement. Il faut le doter des outils lui permettant d'évoluer effectivement au niveau de sa carrière. Et enfin, de développer cette mobilité professionnelle, cette polyvalence, mobilité professionnelle. Et lorsqu'on parle de compétences, là on revient à l'analyse, une fois les activités décortiquées, on va revenir un petit peu vers des analyses, une analyse binaire. D'un côté, les activités ou les compétences spécifiques qui vont être directement liées aux activités qu'on va lui confier, mais un certain nombre de compétences transversales qui vont lui permettre de se développer, d'améliorer son activité, d'améliorer sa productivité, d'améliorer son intégration et d'améliorer sa situation économique, financière, sociale, etc. Ce qu'on appelle les compétences transversales, qui ne vont pas être que des soft skills, mais ça peut être aussi des compétences, entre guillemets, assez techniques, assez simples. Lorsque je dis outils informatiques, c'est assez technique, mais qui peuvent être considérés comme des soft skills qui vont permettre effectivement son utilisation dans l'ensemble des domaines d'activité économique. Une fois on a les référentiels de compétences, les compétences se traduiront en module de formation. Et là, on peut basculer vers le programme de formation. Le programme qui va effectivement traduire ces compétences en objectifs pédagogiques, qui va structurer ces éléments de compétences pour pouvoir les traduire en contenu de formation et qui vont avoir un caractère normatif. Une fois un programme élaboré, une fois un programme établi pour une filière donnée, pour un domaine disciplinaire donné, il faudrait qu'on ait le même programme partout. On ne va pas changer les modules en fonction des appellations, des filières de formation et qui changent d'un établissement, malheureusement, à l'heure actuelle, qui changent d'un établissement à l'autre.
on se retrouve avec des masters en finance ou des masters en gestion, en finance, comptabilité, des dizaines de masters, mais les contenus sont exactement les mêmes. Et donc, une fois un référentiel élaboré, un référentiel de compétences élaboré, on devrait avoir un référentiel de formation qui devrait être standardisé, normalisé au niveau de l'ensemble du territoire. D'un autre côté, une fois ces éléments, ces objectifs réalisés, il faudrait vérifier est-ce qu'ils sont atteints ou pas. Et donc, automatiquement, il faudrait mettre en place aussi un référentiel d'évaluation qui permettra effectivement la vérification de ces éléments. Le programme, tel qu'il va être structuré, reprendra un petit peu la logique même des métiers. Nature d'activité, conditions de réalisation et critères de performance. En disant qu'effectivement, la nature d'activité conditionnera les apprentissages et les contenus. Je vais apprendre à mes étudiants ce qu'ils seront appelés à faire demain dans l'entreprise ou dans l'administration. Les conditions de réalisation vont conditionner les conditions d'apprentissage. Ça n'a aucun sens qu'une fois dans l'entreprise, j'utilise l'outil informatique et durant tout mon cursus de formation, je n'ai jamais utilisé l'outil informatique. Tu m'arrêtes? C'est moi. Voilà, il est automatique. À 10 minutes, il s'arrête automatiquement. D'accord. Et donc on a dit que les conditions ou la nature de l'activité conditionnent effectivement la nature de l'apprentissage, puisqu'on reprendra les mêmes éléments. Enfin, et ce qui est le plus important, ce n'est pas uniquement d'élaborer un programme, mais de réussir son implantation en termes de mode d'organisation, en termes de ressources matérielles, en termes d'aménagement des locaux et surtout en termes de ressources humaines. Je rejoins un petit peu tout ce que nos amis ont dit tout à l'heure sur la complexité d'imposer ce changement au niveau des comportements des enseignants, au niveau effectivement de l'approche par compétences. Donc si on reprend un petit peu, pour synthétiser en 2 mots, pour pouvoir opérationnaliser un programme, il nous faut effectivement un programme qui reflète la réalité du terrain. Plus on s'éloigne du terrain, plus le programme n'a aucun sens. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Elijah. Si je te demande de te limiter en temps, c'est surtout pour toi. Tu dois partir à l'aéroport tout de suite, je te rappelle. Donc, je suis vraiment désolée. La question d'organisation, on est limité par le temps. Et j'ai du mal, surtout pour le 3e axe, de demander aux intervenants et précisément, et spécialement M. Dessine que j'adore, écouter. Et donc, malheureusement, en fait, on n'a pas pensé à ça au départ pour l'organisation, mais peut-être c'est quelque chose de surprise pour Khalid, puisque tu veilles sur ça. Si jamais vous avez des recommandations, des suggestions, on va essayer de consacrer un peu de temps pour l'échange à la fin de l'axe 3. Mais si jamais vous avez des recommandations, des suggestions, n'importe quelle proposition, n'importe quelle idée qui vous passe par la tête relative à cette thématique, n'hésitez pas à l'écrire sur un bout de papier et de la remettre. On va désigner une personne du comité d'organisation à l'accueil, donc où vous pouvez remettre toutes vos feuilles ou vos propositions. Comme ça, on va les traiter par la suite et on va essayer d'en prendre considération pour les prochains événements. Alors, sans trop tarder, on passe à l'axe 3, donc sur la formation en ligne et développement des soft skills, avec une première intervention par le président, notre cher président, je dis notre parce que on doit être fier d'un président d'université française qui est à l'origine marocain. Et je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir très très fort. L'intervention de professeur Dessine qui va porter sur le numérique en question dans l'approche par compétence.
savez qu'à une certaine époque, communiste en Russie, les historiens disaient la chose suivante: je ne sais pas de quoi mon passé sera fait. Moi, c'est à peu près ça quand il s'agit de mes interventions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et du coup, je vais en profiter pour aussi répondre à certaines interrogations qui ont été posées. La première des choses, quand on parle des enjeux numériques, il y a un contexte très important qu'il faut absolument poser pour savoir de quoi on parle. Le premier contexte, bien entendu, il est sur une action, quelle qu'elle soit, doit être d'abord pensée, mise en place, accompagnée et surtout évaluée. Ça, c'est très important. La deuxième chose qui est importante, quand on parle toujours de ce type de problématique, c'est de prendre conscience de la complexité. Tout à l'heure, ça a été évoqué par le professeur Khalid sur la complexité. Il n'a pas de chance, j'ai travaillé sur la complexité en physique. Donc je crois que tu ne vas pas échapper, parce que je vais un petit peu aller plus loin de ce qui a été dit. La première des choses, c'est que lorsqu'on dit enchevêtré, on complique encore la chose, et c'est vraiment dans l'esprit d'Édouard Morin, parce que la complexité chez Édouard Morin n'exclut pas le lien. Donc il y a un lien complexe, mais il y a un lien. C'est pour ça qu'on dit modèle plutôt enchevêtré. Et je dirais, lorsqu'on travaille avec le milieu d'entreprise, il faut savoir qu'on forme des personnes qui demain seront dans une entreprise, mais dans le milieu de l'entreprise, il faut aussi travailler sur la pédagogie des cadres de l'entreprise. Alors, on va faire un petit peu de philo, mais juste un petit peu. Vous savez qu'une entreprise, sa finalité, c'est de créer du profit, de l'activité. D'accord ? Là-dedans, il y a des salariés. Si vous faites un sondage sur ces salariés, vous leur dites, si vous gagnez au loto, vous faites quoi? Vous restez dans l'entreprise, vous partez. Je suis certain, 100% de votre entreprise. Donc en fait, dans l'entreprise, c'est ni moral, ni juridiquement inexact. Les salariés ne sont pas du tout là pour faire du profit, ils sont là pour gagner leur vie. Donc toute la réflexion, quand on parle de complexité, vous voyez, je rajoute un autre étage de complexité, c'est comment des gens qui sont là pour faire du profit, et plutôt c'est leur rôle, vont pouvoir motiver des gens qui sont là pour gagner leur vie. C'est là où la notion de lien rentre en jeu, et la notion de complexité ne peut mettre de côté la notion de sens. Alors, plus il y a de complexité, vous savez, plus il y a de symétrie. Pour un physicien, c'est comme ça qu'il pense les choses, sauf que ce que nous faisons quand on réfléchit sur la complexité, on va réfléchir de deux paradigmes. Moi, je travaille sur un seul. Mais, enfin, je connais le deuxième, mais c'est un que j'ai développé. C'est l'apport différentiel au problème lorsqu'on le pense. Alors, ça, la complexité, vous savez, vous prenez un problème complexe, c'est le cas, soft skill, on a parlé des difficultés d'appropriation par les profs, il faut plutôt le présenter en termes de plus. Qu'est-ce qu'on rajoute de plus? Et si ce plus-là n'apporte rien, ça veut dire que notre action n'a pas de sens. Alors, comme je suis un peu senior, nous on avait inventé en physique le TEDx avant le TEDx, TED est un physicien, on appelait ça physique, on avait une compétition internationale. Et j'avais représenté la France, je l'avais dit il y a tard, j'avais représenté la France pour faire ce fameux ma thèse en 180 secondes. Il fallait que j'invente quelque chose pour expliquer des intégrales généralisées appliquées à la morphogénèse. Vous voyez, c'est très facile à expliquer. Donc, comme j'ai un teint d'arabe, je renvoie au chameau et au désert. Vous savez, avec Rabat, il y a beaucoup de chameaux qui traînent. J'ai inventé une histoire pour expliquer mon sujet de thèse. C'est important. Donc je vais la raconter, je l'ai raconté à la table. Donc j'aurais dit, ma grand-mère, c'est faux, ma grand-mère m'a raconté une histoire qui est arrivée dans son village, ma grand-mère est vraiment citadine.
C'est l'histoire de quelqu'un qui est décédé, il a laissé un testament. Et dans ce testament, il a laissé 17 chameaux. En écrivant dans son testament la chose suivante: le premier m'a aidé dans la ferme, il n'a pas de boulot, on va lui donner la moitié. Le deuxième nous a aidé, mais il a un travail de cantonnier, c'est pas terrible, on va lui donner le tiers. Et le dernier est institut dans le village d'à côté. Il nous faut quelque chose pour ses racines, on lui doit le navire. Ben, vous savez très bien que 17 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 9. C'est impossible. Donc, ils sont allés voir, pour donner une connotation ethno, j'ai dit, ils sont allés voir le chef du village pour lui poser la question. Et le chef du village a réfléchi, il a dit, j'ai pas de solution. La nuit conseillère, j'aimerais le voir demain. Le lendemain, il est arrivé avec un chameau. Il a dit, j'ai pas trouvé de solution, mais je vous donne un chameau. Ça fait 18. 18 divisé par 2, c'est 9. Par 3, c'est 6. Par 9, c'est 2. 2 plus 6 plus 9, ça donne 17. Je reprends mon chameau. Donc c'est important de vous dire que les soft skills, parce qu'il y a un contexte, bien sûr qu'il y a le contexte futur. Nous savons très bien que 47% des salaires, des emplois vont être modifiés. On va les perdre. Et nous savons aussi que la notion de compétence, lorsque on va la décliner sur le plan disciplinaire, n'est que agilité, adaptabilité, polyvalence. Avec quelque chose qui ressemblerait plutôt à la notion du rythme, la réactivité, la mobilité, l'accès et les brilles. Et les brilles dans le sens numérique, mais présentiel. Voilà, ça c'est important. Et si on revient à l'université telle qu'elle est aujourd'hui, vous savez, hein, les gens viennent à l'université parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas été pris dans les scolages, ou ils n'ont pas d'argent parce que le privé au Maroc est très développé, et je dirais qu'il brouille un petit peu le débat. Il brouille le débat parce qu'on sait très bien que dans le privé, c'est plutôt des vacataires qui travaillent, c'est plutôt cher, mais sachant que les gens qui enseignent à l'université, ce sont plutôt des gens qui ont fait des concours et plutôt qui ont plutôt souffert pour être professeur. Donc soyons clairs, le privé, dans l'imaginaire collectif, c'est un plus, mais nous savons pertinemment que dans la réalité, c'est plutôt de la com au Maroc, c'est plutôt de la communication. Je suis très libre, vous savez, quand vous êtes un peu gaulois, vous pouvez dire ce que vous voulez au Maroc. Et ça, c'est important. Donc, évidemment, si vous avez des inscriptions par défaut, si vous avez une problématique d'hétérogénéité, il faut absolument réfléchir à apprendre différemment, accompagner, à éviter le décrochage. En France, le décrochage, je peux donner le chiffre de 33%, et à essayer d'être plutôt un médiateur. Mais je n'aime pas trop, des fois, pour les économistes, par d'innovation. Je m'explique. Si on imagine le numérique, il faut d'abord l'imaginer comme un outil. Parce que vous savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en disant c'est un risque. Mais jamais le héros d'un roman n'est plus intelligent que le romancier. Il faut juste le savoir. C'est ce que nous voulons faire qui est important. D'accord? Donc qu'on soit déjà clair là-dessus. La deuxième chose, lorsque le numérique est conçu comme un outil, ça veut dire que l'humain reste au centre de la réflexion. Et c'est pour ça que lorsqu'on a investi le mot innovation, moi personnellement, j'ai toujours préféré le mot progrès. Parce que dans le mot progrès, le temps est linéaire, croissant, et nous savons que le futur devient une promesse. Lorsque vous réfléchissez à l'innovation, vous savez que maintenant la communication, c'est pour absolument innover. Je vous le dis honnêtement, le fond est ultra-libéral et réactionnaire. Je vais vous l'expliquer. Par un conte d'Alice Carroll sur Alice au Pays des Merveilles, où Alice rencontre la princesse de cœur. Et c'est très important de l'imaginer comme ça. Donc elle rencontre la princesse de cœur et elle lui dit cours. Et cours, le décor se déplace avec eux. Et elle lui dit Alice, dans mon pays, quand on court, les maisons restent à leur place, le décor reste à sa place. Et la princesse de cœur lui dit, dans le mien, on court pour rester en place.
contenu réac, le mot innovation. Et je ne l'aime pas trop, hein, donc autant je veux dire. Donc, lorsqu'on imagine un plus, lorsqu'on dit qu'on veut appliquer les soft skills, c'est dans le sens d'un mieux, pas pour rester en place. Ce n'est pas du tout un message positif quand on parle de soft skills. Alors, je suis un peu ennuyé sur vous le verrez, sur mon talk, c'est que tout a été dit par les intervenants. J'en retiendrai juste une seule, et là c'est la phrase en bas. C'est que dans cette notion de compétence, on n'apprend pas pour être évalué, mais on est évalué pour apprendre autrement. Vous voyez, on n'est pas dans la sanction, on est dans la plus-value liée à l'évaluation. Et c'est ça le changement de paradigme. D'accord? Parce qu'on était élevé dans une école qui sanctionne, qui sélectionne. Dans notre éducation, il faut savoir, nos parents, notre société, fonctionne sur l'argument d'autorité, systématiquement. On dit toujours cette phrase un peu limite, on dit en France, quand un enfant tombe d'un escabeau, sa maman lui, je te l'ai dit. Par contre, dans la culture anglo-saxonne, la maman aurait dit, t'aurais au moins tenté. Vous voyez le changement? Et il est là. Donc, je ne vais pas, dans ma présentation, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout ça. Je vous dis juste que le but, c'est ce qui est important, en tout cas, dans la présentation, je vous dis, tout a été dit. Ce qui est important, c'est que je vais revenir sur la formation à distance, parce que c'est ces propos de ma communication. C'est que, déjà, il faut être précis. On appelle ça la précision d'Irak. D'Irak, c'est pareil, c'est un physicien en 1922, prenait le train avec un autre physicien, tous les deux de prix Nobel. Et Pauli, autrement c'est un Autrichien, dit à Dirac, voulait parler, c'était en train, et Dirac ne voulait pas parler, c'est un Anglais, il lisait son livre, et il lui fait tiens, il y a des mots de ton seul après lui. Dirac ne lève pas la tête de son livre, parce qu'il avait inventé un paradigme important en mécanique quantique, pour lui voulait comprendre, pour lui entamer la discussion, mais il ne parlait pas. Et en un moment, il lui fait, ils sont tendus. Et Dirac lève sa tête, et il lui répond, au moins de ce côté. Il faut être précis quand on parle. C'est pour ça que quand on parle de distance, il faut être précis dans la notion de distance. Il y a la distance géographique, certes, mais il y a la distance sociale, la distance culturelle, la distance écographique, technologique. On veut mettre de la distance numérique, par exemple. Si on est en Afrique, vous savez, vous avez des universités qui n'ont pas le web, n'ont pas le Wi-Fi, n'ont pas d'adresse Wi-Fi. Donc vous voyez, donc il faut définir dans la distance, c'est la définition de la distance qui définit plus ou moins le cadre de formation, d'élaboration. C'est pour ça que lorsqu'on travaille sur la notion de distance, il faut d'abord savoir, nous on fait de la formation à distance au niveau de l'université, celle qu'on fait avec le Brésil ou avec le Maroc, c'est pas exactement celle qu'on fait avec Tahiti. Tahiti a subi un tremblement de terre terrible. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé la notion de l'hybride, c'est-à-dire de la distance avec une composante présentielle. Et donc, comme Tahiti, c'est quasiment du présentiel. Quand le tremblement de terre a mis le pays par terre, allez voir les images, il a mis le pays par terre. Il n'y avait plus un mur de construire. Donc, comment vous voulez former ces gens-là si vous voulez avec des technologies, du G4, G3, c'est pas possible. Donc, c'est très important de voir que ce qui est important, c'est ce qu'on appelle spatio-temporel, c'est la communication, c'est la pédagogie, sachant que sur ces volets-là va se jouer le format, le contenu, l'approche, la personne, la ressource, et ainsi de suite. Donc, sur la distance, il faut la penser d'abord sur la définition de la distance et comment vous pouvez plus ou moins agir. Donc, je vais aller très vite, juste pour la formation du moment, ce n'est pas le plus important. Juste, je vais finir avec deux, et j'arrêterai, parce que je vais faire les 10 minutes respectueuses sur les emails. Sur l'approche globale, il y a deux types d'évaluation dans la formation. C'est très important. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Donc, lorsque vous êtes sur de la formation à distance,
se greffe là-dessus autre chose. Ça, c'est classique. Ce que vous devez faire, c'est ce qu'on appelle le lien continu connecté. Avant qu'on passe à l'évaluation, il faut créer des étapes où la personne s'auto-évalue. Et l'avantage de la formation à distance, enfin le numérique, c'est que l'étudiant ne se présente à l'examen que s'il le décide ou s'il se voit capable de le faire. Et là, il faut casser un paradigme de rythme de la punition. La deuxième chose, la sommative, il y a une qui structure le savoir et l'autre qui structure ce qu'on appelle le transversal. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de rythme. La deuxième chose qui est importante dans la formation à distance, c'est pas forcément de mettre son poli et dire voilà, j'ai fait mon cours, c'est pas ça du tout. C'est la scénarisation. Une séquence est scénarisée, une séquence est évaluée, et une séquence, on a toujours ce qu'on appelle le second time use, la possibilité de refaire sans qu'elle soit une sanction. Par exemple, vous le faites, on l'a fait, tout le monde le fait, on réagit par semestre, et pour redoubler, bon, on attend le deuxième semestre. Le numérique permet AG continue d'assurer la réussite. AG continue. Et AG continue de travailler sur la qualification et la certification. On n'a pas besoin de la temporalité classique, puisque nous ne sommes plus liés par une gestion de salle, parce que c'est juste une question économique à la base. Donc je passe vite sur mes diagrammes, parce que c'est... Je vais juste sur les différents facteurs de concession de l'hybride. Vous avez bien sûr l'information sur la procédure, la motivation. C'est pas évident de figer un étudiant devant un écran. Donc il faut qu'il y ait une motivation, il faut qu'il y ait un plus, il faut qu'il y ait du jeu. Donc c'est pour ça que la scénarisation est importante. La deuxième chose, c'est l'activité, comme on l'a définie. Et tous ces trucs-là sont en interaction complète. Et l'avantage, c'est qu'on peut sauter des occasions et revenir. Par exemple, dans le diplôme, nous, les gens ne s'inscrivent pas au diplôme, ils s'inscrivent à l'IE, à l'étude d'enseignement. Et ils composent eux-mêmes leur diplôme. S'ils sont très bons, ils peuvent faire leur licence en 2 ans. Ils peuvent faire leur master, ils sont obligés en 1 an et demi parce qu'ils font un stage. Donc ils composent leur parcours. Et c'est très important d'imaginer ces interactions de ce qu'on appelle, nous, le groupe de collaboration. Et c'est très important qu'il y ait aussi un lien fort entre les enseignants. J'aurais juste finir par ce que les enseignants, le système pour ces 3 déclinaisons qui se développent beaucoup en France en ce moment, la notion du campus connecté, il y aura un projet très important bientôt en France, la formation supplémentaire, comme on l'a dit, et l'apprentissage adaptatif, et les mots que c'est pas le même que je les développe, c'est pas blague, par cette phrase, parce que l'interrogation qu'il faut poser à nos enseignants est la suivante. J'aime bien la phrase d'Einstein. On ne peut pas refaire la même chose tout le temps, pensant qu'un jour on aura raison. Et à un moment, il faut se poser la question. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du contexte des chameaux, ce que je voulais dire, qui est sous-jacent, c'est la trace. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est pas tellement la complexité, c'est pas tellement l'adhésion ou la non-adhésion des collègues. Ce qui importe, c'est comment, sur un instant donné, l'empreinte qu'on va trouver, on essaie de comprendre le pourquoi les gens n'adhèrent pas et le pourquoi les gens se figent. Je sais, je suis physicien, quand on fait la réforme, mes collègues en physique voudront mettre le maximum de cours de physique. Moi, je vous dis, dans la maille, moi, ce que je ressens, c'est ma perception, c'est que de plus en plus, le faisant, c'est démagogique ce que je vais dire, parce que j'attends que les étudiants m'applaudissent. On fait plus confiance à nos étudiants. Et je pense que ce paternalisme-là va tuer nos disciplines. C'est pas normal que dans les formations, on charge les étudiants de cette manière-là, sachant que la partie travail individuel diminue de plus en plus chez les étudiants.